Alors, il paraît que quelqu'un faisait la remarque qu'un titre pareil, ça fait peur. Cette année, tous les titres font peur. C'est vrai, si vous les regardez, et je vais vous expliquer, enfin, c'est délibéré, enfin, pas de faire peur, hein, mais ne naît-on qu'une fois, on va voir que ça a de quoi inquiéter, parce que dès qu'on parle de la naissance et de l'origine, s'apercevoir qu'éventuellement ça n'est pas derrière nous, c'est évidemment inquiétant. D'autant plus qu'on ne sait pas très bien quoi en dire, puisque c'est une expérience assez lointaine, pas toujours consciente, et rarement, comment dire ça, elle ne laisse sûrement dans la mémoire pas que l'expérience du bien-être. Ne serait-ce que parce que l'arrivée de l'oxygène dans les poumons crée un phénomène qui n'est manifestement pas agréable. Le cri n'est pas lié qu'au fait qu'il tente sa voix, mais qu'il y a un petit moment difficile. Là. Et pour beaucoup d'enfants, manifestement, c'est aussi difficile de se frayer un chemin à travers le corps maternel, sans parler des mères pour lesquelles, sauf de rares exceptions, ça n'est pas une partie de plaisir. Homme-femme en entreprise, je comprends que ça soit inquiétant, puisque homme-femme, on l'a déjà croisé plusieurs fois, c'est un sujet sur lequel, au bout de certain nombre de millénaires, nous nous apercevons que nous sommes à l'état zéro, c'est-à-dire que nous ne savons pas répondre à cette question, et qu'on crie d'autant plus fort sur ce sujet qu'on n'est pas compétent. Voilà. Donc on va essayer d'en reparler et montrer comment est-ce que finalement l'entreprise n'est pas nécessairement l'endroit le plus inintéressant ou le plus inapproprié pour la découverte de cette relation ou de cette différence. Ensuite, faut-il cesser d'être un enfant? Si on a cessé, on s'inquiète qu'il ne fallait pas. Si on en est toujours un, on n'est pas sûr que ça soit légitime. Se réconcilier avec soi-même, inutile de commenter. Il n'y a que se nourrir, mais ça sera la dernière conférence. Ça nous inquiète moins, ça, parce qu'on est français. Voilà, le but, il est d'aller tout doucement. En fait, c'est lié aussi à l'intérêt qui est le mien pour... on va le voir tout de suite avec la naissance. Le fait que nos a priori, c'est-à-dire le travail du philosophe, c'est d'essayer de sortir de représentation. Hein. C'est la caverne de Platon, d'essayer de se retourner vers le réel et de ne pas prendre les représentations pour la réalité. Or, plus j'avance, plus je m'aperçois que nos représentations de la réalité, elles sont très, très élémentaires. On peut se tromper sur une appréciation météorologique, on peut se tromper sur une opinion sur le fait que quelqu'un va réussir ou rater quelque chose, on peut se tromper sur beaucoup de choses, on peut se faire des représentations politiques, religieuses, on peut se représenter le bonheur sous tel... On peut faire voilà, beaucoup de représentations dont on s'aperçoit à l'expérience qu'elles sont fausses. Normalement, le réel finit. Sauf peut-être la question de Dieu, et encore, comme si Dieu existe, il se dit à travers la création, chaque fois qu'on se prend une bugne ou qu'on se fait corriger par le réel de la création, il y a des chances qu'on se fasse corriger sur notre approche potentielle de la question de Dieu. Et donc, quand même, l'humain a cette grande chance que le réel vient au secours de ses représentations, de ses a priori, de ses idéologies, s'il est à l'écoute du réel, bien sûr, hein, pour le corriger progressivement. Et donc, ce qu'on appelle l'expérience, au sens aristotélicien, est un grand chantier, mais je m'aperçois que, en fait, très souvent, nous travaillons sur des représentations qui sont des représentations secondaires. Je croyais qu'un éléphant, ça courait de telle manière, ou une girafe, c'est très compliqué comment ça court les girafes, je ne sais pas si vous avez bien regardé. Suivre le mouvement des jambes, c'est pas très facile toujours. Les araignées aussi, elles ne marchent pas toutes pareilles. Les crabes, enfin... Je dis ça parce qu'Aristote a étudié le mouvement des animaux et ça l'a passionné. Et donc, on peut se faire des représentations erronées, mais plus ça touche des choses élémentaires, plus on ne s'en aperçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on a tous les mêmes et qu'on est tombé dedans quand on était petit. Voilà. Et on le croisera peut-être cette année, je pense que les représentations très élémentaires sur lesquelles nous sommes enfermés dans la représentation, c'est qu'est-ce que c'est que naître? Qu'est-ce que c'est que d'être dans l'existence? Comment est-ce qu'on avance dans la vie? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte? Est-ce que la vie, c'est se préparer à des épreuves? Est-ce que la vie, c'est désirer le bonheur? Est-ce que la vie, c'est avoir des stratégies de survie et s'en sortir le mieux? Est-ce que la vie, c'est gérer son capital d'existence et ses compétences de manière telle qu'on fasse fructifier tout ça? Et c'est des choses, on ne les a pas là, on les a dans la peau. Voilà. Est-ce que vivre, ça implique gérer des peurs? Est-ce que vivre, ça implique la peur? Est-ce que vivre, ça implique la souffrance? Est-ce que vivre, où est-ce qu'elle est la souffrance dans le fait de vivre? Pour moi, ce n'est pas des questions théoriques, hein, c'est des questions très élémentaires, mais c'est tellement élémentaire qu'on ne sait pas bien répondre. Au fond, est-ce que vivre, c'est d'abord respirer? Est-ce que vivre, c'est d'abord regarder? Est-ce que vivre, c'est d'abord dormir? C'est quoi vivre, à la fin? Je vois bien les vivants et les gens morts. Je vois la différence, elle est assez simple, enfin, empiriquement.
Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est sur ces questions très élémentaires que voilà, je pense qu'il est intéressant de revenir, parce que je pense que c'est là-dessus que nous sommes travaillés. Le monde dans lequel nous sommes est en train de nous faire vivre des mutations dans nos conditions d'existence qui sont telles qu'elles viennent travailler. Qu'est-ce que c'est que, vous voyez, c'est une expression un peu barbare de l'existentialisme, qu'est-ce que c'est que être dans le monde? Qu'est-ce que c'est que de s'engager dans le monde? Qu'est-ce que c'est que d'être une personne là? Comment ne pas être qu'une chose? C'est une grande question aujourd'hui. Comment ne pas être un événement commentable? Comment être plus qu'une information? Comment être plus qu'une simple réalité matérielle provisoire? Vous voyez? Que métaphysiquement j'établisse que la personne est bien plus que ça. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Ce que fait le philosophe, il est heureux de le faire. Mais après ça, c'est comment je fais pour vivre ce que je suis. C'est ça la vraie question. Une fois que j'ai découvert que, précisément, je parlais de l'enfance, qu'au fond, quand je découvre ce que c'est que l'intelligence, cette espèce de capacité extrêmement profonde dans la personne à recevoir le réel au-delà de la sensation pour ce qu'il est, ce que l'animal ne sait pas faire, il y a dans l'homme une capacité d'identification des choses. Regardez la victoire des enfants qui savent nommer les choses. Après ça, ils vont demander comment ça marche, mais la nomination, nommer une chose, c'est d'être capable de montrer le fait qu'elle est à la fois mon amie, que je lui suis supérieure et que je la reconnais dans sa noblesse. C'est ça, nommer. C'est une locomotive, c'est un hélicoptère, c'est un arbre, c'est un séquoia. Et il y a dans le regard de l'enfant quelque chose qui ne trompe pas sur le fait que là, il y a une espèce d'opération extrêmement radicale, avec une lumière d'ailleurs dans les yeux que vous ne croiserez jamais chez un animal. Voilà, ça, quand je découvre ce que c'est, je m'aperçois que cette intelligence-là, elle est là dès le premier moment où l'être humain existe spirituellement dans le sein maternel, et j'ai aucune idée du moment. Il n'y a pas, à un moment donné, un phénomène biologique, psychologique ou transcendantal qui fait que la mère dit « Ah, ça y est, là, ça y est, la conscience, vous voyez, la conscience humaine est apparue au sein de mes entrailles. » Bon, maman, elle est dans le... C'est globalement le noir, quoi. Même avec beaucoup, beaucoup d'intuition. Au bout d'un certain temps, quand tu commences à bouger, à discuter avec les mains, enfin, vous voyez, je veux dire, au bout de quelques mois, c'est sûr, là, il y a très sûrement quelqu'un. Et on n'est pas surpris d'ailleurs de voir arriver quelqu'un. Mais à quel moment, voilà, en tout cas, en attendant, bien avant que je m'en aperçoive, il y a déjà quelqu'un. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être quelqu'un là, dont je n'ai pas de mémoire? Qu'est-ce que c'est qu'avoir été à ce moment-là, dans la profondeur d'une intelligence qui a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle est native. Oui, je dirais, pour le coup, si mon corps vient de l'âge des étoiles, ma conscience ou mon intelligence ou mon âme spirituelle, appelez-la comme vous voulez, ça m'égale à la limite, elle advient nouvellement. Il est tout frais. Un bébé, il a au mieux 9 mois de fraîcheur. Enfin, vous voyez, il est sorti, théologien ou même pas celui qui a la foi, il est sorti des mains de Dieu. Il apparaît, quoi. Et c'est ce que normalement, de plus en plus d'ailleurs, après s'être habitué au fait que d'engendrer les enfants, c'est normal, c'est comme les animaux, avec en plus la bénédiction de la providence divine. Mais enfin, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de parents, et c'est heureux, qui se disent, mais c'est quand même une histoire de fou. Je ne comprends pas. Et même qui s'aperçoivent qu'ils n'arriveront jamais à comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est sain. C'est même empiriquement réaliste, quoi, de dire je ne peux pas comprendre ce qui se passe là. Entre les actes physiques qu'on a posés et ce qui advient, il y a une discontinuité qui est insoluble rationnellement. Ça ne peut en aucun cas donner ça, qui n'est d'ailleurs pas un ça, qui est un quelqu'un. Voilà. Donc c'est pour dire que, voilà, ça, on peut l'identifier, mais c'est très bien que je le formule, que je l'entrevoie, vous voyez, qu'est-ce que j'en fais pour le vivre? Alors vous allez me dire, oui, il faut aller faire de la méditation pour retrouver l'expérience du premier moment de ta naissance et de ta conception dans le sein maternel par régression de la conscience intérieure. Non mais, oui, moi je rirais pas trop. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Plutôt que de dire, tu n'y arriveras jamais, t'en sais rien. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé. La première fois que je suis allé, je fais de la plongée, je me suis dit, j'ai déjà connu ça quelque part. J'ai déjà été dans un endroit comme ça, là. Tu es carrément complètement immergé. Alors, tu as des bonbonnes d'oxygène, mais une fois que tu as passé derrière la peur de te noyer, ou même éventuellement que tu te mettrais, il y a quelque chose là, j'ai déjà connu ça, j'ai vu ça quelque part. Voilà. Donc, qui montre bien que c'est pas idiot, elle est là, la mémoire. Mais c'est pas facile de mettre la main dessus, et sûrement pas de vouloir mettre la main dessus sous la forme sur laquelle, vous voyez, nous, on veut attraper les souvenirs. C'est une mémoire qui n'a pas grand-chose avec le souvenir. Voilà. Alors, on ne va pas travailler là-dessus, mais c'est pour vous dire, voilà, pour vous expliquer pourquoi est-ce que
tout doucement, ces conférences, elles prennent des orientations qui sont évidemment liées à ce qui, moi, m'interroge et qui me semble une manière d'interroger, à côté de l'interrogation métaphysique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme. Au fond, l'interrogation parallèle, c'est comment être une personne. Alors, naître, donc, la question c'est ne naît-on qu'une fois? Alors, déjà, on est une fois, mais en fait, c'est long. Voilà, c'est ça que je voudrais d'abord voir avec vous. Puis ensuite, on va se demander s'il y a d'autres formes de naissance que celle-là. Et ensuite, qu'est-ce que tout ça pourrait vouloir dire? Alors, on est une fois, oui, mais je ne pense pas qu'on puisse réduire la naissance uniquement à la sortie physique du sein maternel. Ça m'a beaucoup frappé récemment de voir une maman, puis là on m'en parle d'une nouvelle, et que en fait un enfant peut être sorti du sein maternel, sauf qu'il lui reste des mois à vivre normalement dans le sein maternel. Et c'est clair que c'est beaucoup mieux pour lui. Aujourd'hui, d'ailleurs, les psychologues commencent à s'en apercevoir, au fond, non pas de le remettre dans le sein maternel, mais précisément de comprendre qu'il n'est pas encore né. Il est prématuré dans la naissance, dans ce cas-là de physique, mais il n'est pas encore, vous voyez, il ne peut pas encore advenir au monde comme s'il avait mûri 9 mois, parce que le processus des 9 mois, il est pas raccourcissable. On sait raccourcir beaucoup de choses, y compris le temps de travail, mais on ne sait pas faire plus court que 9 mois. C'est pas sûr d'ailleurs que si on pouvait biologiquement, ça ne serait pas une espèce de monstruosité psychophysique pour le coup. Parce que finalement, c'est TGV, c'est phénoménal 9 mois. C'est vrai, quand on n'a pas d'enfant, on est plus attentif à ça. On se dit, mais attends, il y a 9 mois, il n'y avait rien, quoi. C'est pas possible. 9 mois, pour fabriquer un truc pareil, un prototype unique au monde, enfin, un concept car, vous savez. Un concept car, c'est 3 ans, quoi. C'est mieux qu'un concept car, parce que là, c'est carrément vraiment original. On n'a pas repris des pièces, enfin, matériellement, ça pue des pièces, elles sont pas recyclées. C'est recyclé, hein, quand même, basiquement, puisque c'est la même matière depuis le début du monde et il n'y a pas eu de création de matière. Enfin, quand même, c'est un prototype qui est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas 2 ADN qui sont... Et bizarrement, même tu en as 2 qui ont le même ADN, ça donne 2 prototypes, ça s'appelle les jumeaux. Tu vois bien, c'est pas le même quand même. Pourtant, ils ont la même carrosserie. Ils ont la même... Vous voyez, le concept biologique est le même. Et pourtant, tu vois bien que c'est pas le même. Et puis, progressivement, d'ailleurs, ça va être, s'ils sont respectés chacun dans leur identité, de moins en moins le même. Et donc, je pense qu'en y réfléchissant un tout petit peu à cette expérience, on voit bien que, oui, il y a la naissance physique qui normalement advient à partir d'un certain moment de plénitude, mais au fond, si on prend un peu de recul, la naissance psychique, c'est beaucoup plus tard. Hein. Déjà, la naissance physique, vous voyez bien que identifier, j'allais dire, la naissance physique, il faut aussi qu'il y a du service après-vente. C'est-à-dire que un petit chien, un petit mouton, un petit cheval, au bout de quelques minutes, il n'a pas besoin de service après-vente. Il sait marcher tout seul. Il sait se nourrir, enfin pas tout à fait tout seul, mais la rapidité d'autonomie des autres vivants élaborés est considérable. Nous, on n'est pas des retardataires, mais c'est effroyablement lent. Et puis surtout, je ne vais jamais apprendre tout seul. Je meurs si je ne suis pas aidé, assisté. Et donc, ce qui montre bien que même l'autonomie physique, et à quel moment l'autonomie physique, où je peux me nourrir, m'auto-conserver, me protéger un minimum, enfin, vous voyez, finalement, c'est assez... alors, il ne s'agit pas d'être capable de se battre de tous les arts martiaux contre les méchants, hein, mais d'être capable de se nourrir, on voit bien, d'ailleurs, dans le cas de handicap profond, ben oui, jamais il ne pourra se nourrir par lui-même. Jamais il ne pourra se déplacer par lui-même. Et donc, il y a là, on voit bien donc que, pour moi, il y a quelque chose de la naissance physique, hein, qui commence, c'est pas la fin, mais qui s'accomplit dans la marche, par exemple. On voit bien qu'un enfant, souvenez-vous, Kirikou, il marche à peine sorti du sein maternel, mais Kirikou, il n'est pas normal. Et donc, on voit bien que Kirikou, vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas Kirikou, c'est que vous ne pouvez plus venir à ses cours, ses conférences. Kirikou, c'est un conte métaphysique, c'est capital de dire Kirikou, sur le mal, sur la naissance. Là-dessus, il faut regarder d'autres cultures que les nôtres. Nous, on est sur la naissance, sur la mort, sur toutes les choses qui sont physico-spirituelles. On est des grands handicapés, nous. Parce que la grande peste, les grands traumas morbides collectifs nous ont donné un rapport à la mort, à la naissance, aux filles qui est très très pourri, quoi, dans tous les sens du terme.
Puis en plus, ça ne s'arrange pas. Quand tu vois l'imaginaire occidental contemporain autour du morbide et du physique, tu te dis que on est quand même très malade, très très malade. Hein. Voilà. Et donc c'est très bon de lire les contes des autres cultures parce ils disent des choses du rapport notamment au corps, par exemple à la naissance, à la mort, à la fécondité, à des choses comme ça, qui sont des fois philosophiquement très pertinentes, même si elles sont sous une forme métaphorique. Kirikou, c'est un très bon exemple. Jamais un occidental européen aurait pu inventer l'histoire de Kirikou. D'ailleurs, il ne l'a pas inventé, il l'a pris. Enfin, c'est un compilage d'un certain nombre d'histoires. Et donc, précisément, parce que Kirikou, je vous dis, donc, il parle avant de naître, et puis il naît, et puis il marche tout seul, il se lave tout seul, enfin, il se débrouille tout seul. Quoi. Il est né. Très belle image. Donc, tant que tu ne marches pas, tu n'es pas encore né. Tant que tu n'es pas capable de te laver, tu n'es pas encore né. Tant que tu ne parles pas, tu n'es pas encore vraiment né. Donc, parler, te laver, manger, marcher. C'est beaucoup. Et du coup, on se dit, mais bien sûr, c'est vrai qu'avant, je ne suis pas encore vraiment né. Pas dire que je suis encore dans le sein maternel, mais quand même, il y a un espèce de sein maternel collectif hein, qui s'appelle la protection de la famille, vous voyez, qui fonctionne comme un sein maternel, vous voyez, je veux dire, comme un liquide amniotique psychique. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est psychiquement. Alors là, moi, j'aurais tendance à dire, on ne naît jamais psychiquement, parce qu'on reste dedans. C'est vrai. On peut avoir des moments où tout d'un coup, on émerge du psychisme, par le haut ou par le bas. On émerge du psychisme par le haut quand tout d'un coup, on arrive ou bien à prendre conscience, ou bien à poser des actes qui transcendent complètement l'affectif. C'est vrai, il y a des choses qu'on comprend. On voit bien, mon affectivité ne m'a pas aidé. Je ne sais pas comment dire, vous avez été traumatisé par votre père, de toute façon la paternité, vous ne pouvez pas encadrer ça, et tout d'un coup, vous comprenez ce que c'est que la grandeur de la paternité, mais vous ne la comprenez pas sur la base de l'expérience affective que vous en avez eue parce qu'elle est catastrophique. Mais tout d'un coup, vous la comprenez, vous dites, mais c'est incroyable cette chose-là. Voilà. Là, il y a une transcendance de l'affectif. Ça, c'est par le haut. Et puis, il y a par le bas. Par le bas, c'est quand je me casse la figure dans l'escalier, que j'ai des bleus et que je m'en occupe. Ta psychisme, il s'en fout. Tu vois. Enfin, il n'est pas content, mais tu t'en fous, tu t'occupes des bleus. C'est physique, c'est pas psychique. Tu es en dessous du psychique. Donc, c'est comme la fumée. Tu es en dessus ou tu es en dessous. Mais quand tu es dedans, tu n'es pas vraiment né. Et je pense, moi, je n'ai jamais rencontré un humain qui soit vraiment né du psychisme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, il est en permanence libre de son affectivité. Moi, je n'ai pas connu. Peut-être ceux qui ont rencontré Jésus, mais moi, pardon la fois, je ne l'ai pas rencontré, mais les autres, non. Non, zéro. Même des grands sages. Je me souviens très bien d'avoir vu Sri Sri Ravi Shankar, qui est un hindou merveilleux qui riait tout le temps, qui avait une grande sagesse, mais on voit bien, il y avait encore beaucoup de psychisme aussi. Quand on fréquente même des saintes personnes, hein, le psychisme, il est encore là. Donc l'affectif, vous voyez, c'est pour dire, est-ce que tu es mûr affectivement? Oui, au moment où je m'aperçus aperçu que je ne le suis définitivement pas, et que je vais faire avec mon immaturité chronique, durable. Mais la maturité affective, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que être mûr affectivement, ça voudrait dire, vous voyez, être complètement au-delà de l'affectif dans les choix qu'on pose, dans la conscience qu'on a des choses. Faites-vous agresser dans la rue 30 secondes, ou juste sous la menace d'une agression, vous allez voir que, ou dans une foule qui panique, ou dans un embouteillage, vous voyez, où tout le monde s'énerve, très très vite, on voit que le sage, le savant, tout ce que vous voudrez, là, le spirituel, c'est fini. C'est une question de dose, quoi. C'est juste de réchauffer un peu le psychisme. Tu as l'impression que ça bout toujours un peu. Alors tu as réussi à gérer un peu le feu doux, quoi. Mais il suffit qu'il y ait des circonstances, tout d'un coup, ça repart comme en 40. Il y a des personnes comme ça, t'es un cool, tout le monde dit, t'es un sage, j'ai merveilleux, puis tu tombes pile manque de chance sur le type de personne, il n'y en a pas beaucoup au monde, mais celle-là, en 45 secondes, t'es reparti dans ta rage comme quand tu avais 4 ans, quoi. Très bon pour l'humiliation. Alors que c'est pas vrai, sauf maladie psychique, t'es pas tout d'un coup, tu as oublié comment on marche. C'est une maladie, mais tu n'as pas tout d'un coup, tu te dis oh, « je ne sais plus marcher ». Alors que tout d'un coup, psychiquement, tu veux dire oh, « je suis dans l'angoisse complète ». Mais voilà, on voit bien que malgré tout, on peut dire aussi qu'il y a une certaine naissance au psychisme quand finalement je le regarde au-delà de lui-même et que je m'aperçois que c'est un, comment dire ça, oui, c'est un milieu interrelationnel. C'est une espèce de, oui, c'est de l'interactivité, l'affectivité, basiquement. Hein. L'interactivité avec moi-même, avec mon corps, avec mon environnement et avec les autres. C'est pour ça que le physique a quelque chose de relativement individuel, mais le psychisme, il est extrêmement collectif. Ma tristesse, c'est pas mal celle que t'inocculte la culture. Hein.
ma culpabilité ou ma jalousie, c'est très très fort lié à des espèces de mimétisme collectif que tu as réitéré avec des jugements de l'extérieur que tu as intériorisés. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est notre affectivité. Vous voyez ce que je parle de l'affectivité, c'est les passions. Hein, je ne parle pas de l'affectivité au sens de la vulnérabilité profonde de l'amour. Je parle de tout ce sur quoi travaille la psychologie, toutes les névroses, toutes les réactions affectives. C'est pas hyper personnalisé. Hein. Les moments où on est présent dans quelque chose de personnel, c'est quand elle est plutôt douce, cette ambiance affective, et je la transcende. C'est-à-dire que je fais avec elle, je la traverse. Voilà, la rencontre que j'ai eue avec l'autre, j'ai réussi à ce que ça soit dans une atmosphère à la fois de délicatesse, de douceur, d'attention et de vigilance qui fait que c'était qualitatif. Ça veut dire que j'ai réussi à surfer, en fait, à faire avec l'affectivité, la mienne, la sienne et celle de la relation. Et dès qu'il y a la mienne, la sienne, celle de la relation, il y a aussi tous les autres derrière qui sont, ils ont beau être à distance physiquement, ils sont là proches. Voilà, la culture nous marque beaucoup plus profondément dans notre psychisme que dans notre corps. Et donc là, je pense qu'on est par moment, mais parce que je vous dis, on va au-delà, on va en dessous, et c'est bon d'ailleurs d'aborder le psychisme à partir de son au-delà, qui est l'intelligence, la compréhension, ou la contemplation, appelez-le comme vous voulez, ou la prière, ça m'égale, ou l'amour dans ce qu'il a de plus transcendant, et puis le corps. Aristote dit de manière très belle, d'ailleurs, le psychisme, on n'a qu'un pouvoir politique dessus. La maturité d'un homme ou d'une femme politique, c'est quand il comprend qu'il n'arrivera pas à gouverner les gens dont il a la charge. C'est la même chose que l'affectivité. Il fera avec, mais avec le fait qu'il ne sait pas gouverner, basiquement. Déjà, tu ne sais pas te gouverner toi-même, alors prétendre pouvoir gouverner les autres, c'est juste bête. Que tu te dévoues pour être moins bête que les autres sur le fait que tu ne sais pas faire, peut-être, c'est vrai. Et puis, alors, il y a un troisième niveau de naissance, c'est la naissance de l'esprit au sens le plus profond, et ça, c'est la naissance, alors là, il y a une vraie naissance, à la vérité. C'est très, très étonnant de voir l'enfant grandir, d'aller vers ça. D'abord, ça commence par le jeu des regards et de la lumière. Quand l'enfant commence à sourire à la lumière et au regard, quand il commence, c'est une forme d'identification. Puis après ça, je vous dis, il y a la nomination, puis après ça, il y a l'autonomie, c'est la capacité d'aller chercher à comprendre les choses au-delà de la trace affective ou des images qu'elle me laisse. Et c'est vrai que commencer à s'apercevoir qu'il y a dans l'homme une capacité de devenir familier de toute chose par la compréhension qu'on en a au-delà de toute affectivité, c'est extraordinaire ça. Affectivement, j'ai des pays ennemis et des pays amis. Affectivement, j'ai des gens, des choses et des êtres qui me sont favorables et d'autres qui me sont défavorables. M'apercevoir que par l'intelligence, je m'aperçois que toute réalité m'est proche, vous voyez, toute réalité est un cadeau à comprendre. Me fut-elle dangereuse? C'est pas parce que quelqu'un t'en veut à mort qu'il n'est pas passionnant dans sa personne. Que dit Aristote? Un scorpion ou une couleuvre ou une vipère, c'est un animal absolument extraordinaire. Un microbe, c'est tout à fait... Le microbe Ebola est sans doute quelque chose d'absolument passionnant à étudier. Vous voyez, comme réalité. Donc c'est vrai qu'il y a ça s'appelle une naissance contemplative. Et je dis ça, c'est ce que Socrate s'assigne comme rôle. Enfanter les âmes, souvenez-vous. Et l'enfantement des âmes chez Socrate, c'est d'aider l'autre à naître, c'est-à-dire à ce qu'il ait commencé à trouver un ancrage dans la réalité et dans sa compréhension, au-delà des représentations toujours marquées par l'affectivité, notamment les peurs et les sécurités. Oui, donc, alors on l'entrevoit, il y a des domaines dans lesquels on a une... C'est très bizarre d'ailleurs, hein, ce n'est pas nécessairement des domaines intellectuels. Vous avez des gens, quand une approche de l'existence à partir du sport, ils comprennent les phénomènes sociaux en observant les gens qui jouent. Vous en avez d'autres, ils ont une approche de la personne humaine, de la vie sociale et d'eux-mêmes à partir de l'observation des animaux. Et même, dans certains cas, je pense à Cédric Villani, type tout à fait étonnant, à partir de la méditation, de la réflexion mathématique, comme une forme très loin de l'anthropologie. La mathématique, elle est très loin de l'anthropologie. Et pourtant, il y a un moyen... Alors, c'est pas parce que j'ai fait des mathématiques que je suis né dans mon intelligence. Hein. D'ailleurs, quelques grands mathématiciens étaient des gens complètement fous. Et humainement, totalement pas nés, quoi. Enfin, vous voyez, pas nés au sens du poisson, mais ils ne sont jamais advenus à l'âge adulte. Hein. Cantor était fou. Et donc, et souvent, il y a pas mal de mathématiciens un peu bizarres. Il y en avait un, vous savez pas, ce russe qui avait reçu la médaille Fields et qui vit avec sa maman en allant dans le front à la taïga. Enfin, il y a des gens un peu bizarres. Mais parce que la mathématique n'implique pas nécessairement de dimension anthropologique, mais elle peut l'impliquer. Pas de manière directe, mais c'est très étonnant. Dans certains cas, c'est très beau à voir.
Voilà, donc que ce soit la science, que ce soit l'activité pratique, que ce soit une activité artisanale, il y a 1000 manières dont tout d'un coup je vais toucher une vérité, vous voyez, humaine qui transcende le savoir-faire, la maîtrise des choses et des représentations. Et où tout d'un coup le réel me percute dans ce qu'il est. C'est des moments d'émerveillement radicaux. Ça peut arriver quand on aime, par exemple. On peut tomber amoureux de l'image qu'on a de l'autre, et puis il y a un moment donné, on peut s'apercevoir que l'autre est finalement beaucoup plus grand que moi, et complètement au-delà de l'image que j'en ai d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est quand même des... Vous avez d'ailleurs dans les traditions spirituelles beaucoup de religions, et même en dehors des religions, une espèce de forme de méditation qui a pour but d'arriver à cet état de transcendance de la vérité. On en avait parlé ici, la méditation de pleine conscience, c'est une manière élémentaire de naître. C'est vrai que si je n'arrive pas à toucher le sol du fait que je suis là et que les choses sont là et que tout de suite c'est l'angoisse ou la contrainte ou la culpabilité que j'ai dans le rapport au monde, ben, il y a quelque chose de moi qui n'est pas né encore. Et je n'ai pas encore exercé cette capacité d'autonomie de toucher la réalité comme elle est. Voilà. Et puis il y a la volonté, et on va le voir, je vais le décliner de manière un peu plus, la volonté c'est plus long. Parce que qu'est-ce qui me fait advenir à ma plénitude? J'en sais rien, moi. Pour marcher, il fallait un peu de volonté, pas trop, il fallait un peu de confiance dans les bras ouverts, vous voyez, dans ce qu'on m'a raconté. Puis la volonté, qu'est-ce qu'il y a vraiment de volontaire dans ce que j'appelle volontaire? Parce que je dis oui, je le veux, c'est une manière de repeindre mon désir, mes envies, mes stratégies, mes protections, mes manipulations. Vous voyez? Est-ce que tu le veux ou est-ce que c'est tout l'environnement qui te pousse à faire ce que tu fais et tu appelles ça je le veux? J'ai décidé que, tu parles de toute façon, tu n'avais pas le choix stratégiquement, tu décides autre chose, tu es mort politiquement, donc tu n'as rien décidé du tout. Tu as juste obéi à la contrainte, c'est tout. C'est très beau, vous savez, les gens ils disent, mais de toute façon, je veux m'engager à t'aimer pour toujours. C'est ce genre de truc, de toute façon, non, tu peux dire, je veux essayer de faire ce que je peux à partir de maintenant pour que, éventuellement, peut-être un jour, je vais t'aimer durablement. Voilà, ça c'est déjà très, à la limite, presque de l'orgueil, donc, vous voyez, non, mais ça veut dire que je veux, il faut que tu puisses avant de vouloir, diraient les stoïciens. Et tu ne peux pas des masses de choses. Donc déjà, ce que tu peux, c'est vouloir, c'est consentir. Moi, je pense qu'une des formes élémentaires de la volonté, c'est le consentement. À être l'acceptation des choses comme elles sont. Ça, c'est un boulot. Ouais. Qui pourrait dire que désormais, il accepte chaque chose comme elle est? Non. Je l'accepte à condition que ça ne me marche pas sous les pieds, ça me rende service, ça ne fasse pas peur aux autres, ça soit reconnu socialement, et ça me donne voilà, des points d'espérance. Donc on a plein de conditions quand même. Voilà. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas poser l'acte de volonté, on va y revenir. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que quand même, dans cet avènement au monde, on n'était pas tout seul, quoi. Sauf Kirikou. On a une maman. Je ne sais pas si ça s'appelle une maman, en tout cas on a quelqu'un qui nous a mis au monde. Qu'est-ce que c'est qu'une maman exactement? C'est une autre question, on ne va pas l'aborder cette fois-ci, mais en tout cas quelqu'un qui nous a mis au monde. Et ça n'a pas été rien physiquement, d'abord parce que c'est quand même quelqu'un qui a veillé sur cet avènement de nous au monde pendant 9 mois, plus ou moins, des fois en l'acceptant, en le refusant, en le niant, mais enfin bref quand même, malgré tout. Et donc c'est avec l'aide d'autrui. Vous voyez, on ne naît pas tout seul, c'est ça qui est très étonnant. En fait, quand on regarde de près, ben c'est vrai, physiquement, je vous dis, j'apprends pas à marcher, j'apprends pas à me laver, j'apprends pas à manger, j'apprends pas à parler sans l'aide d'autrui. Mais j'apprends pas non plus à faire avec mon affectivité, j'apprends pas à dépasser mes émotions sans l'aide d'autrui. Et une aide qui est durable. Parce que mon affectivité, elle évolue selon les moments de ma vie. Et des fois, il y a des phases de régression. Dans la connaissance, il n'y a pas de phase de régression. Dans le physique, il peut y avoir, mais normalement, il y a un déclin vers la fin. Dans le psychisme, c'est très marrant. Enfin, c'est pas marrant d'ailleurs, mais il y a des météos quand même très, très volatiles, surtout quand l'environnement, et on est en plein dans ce monde-là aujourd'hui, qui vous met en état de surchauffe permanente de l'affectif, qui vous lui injecte des amphétamines, qui vous met des infrarouges, qui vous crée des espèces de serres chaudes, là, dans lesquelles on voit c'est vrai, les gens qui disent on pète les plombs, bah oui, vu la surchauffe psychique dans laquelle tu es, plus l'injection d'adrénaline imaginaire, plus les amphétamines de ton rapport du désir qui est la culture dans laquelle tu vis, c'est normal que mécaniquement tu pètes un plomb. C'est pas très, le laboratoire collectif de l'affectivité que nous avons mis en place
est plutôt un truc d'apprenti sorcier que, vous voyez, pour ça que les gens d'ailleurs veulent de la nature, du silence, du repos, de la distance, de la tranquillité, de la relation stable, enfin tout ce que donnait le monde rural avant qu'on invente le nôtre. Enfin tout ce qui permettait, pardon. Alors, et donc cette aide de l'autre, elle est aussi vraie spirituellement, parce que, ce que montre aussi Socrate, on perd un temps fou à trouver le chemin de la vérité si on n'a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est devant nous, qui trace le chemin ou qui marche à nos côtés, et qui soit au moins un interlocuteur, qui a un tout petit peu d'avance sur nous. Donc ça, c'est une foi. Donc vous voyez bien, on est une foi, mais c'est long. Et nous, admettons qu'il y a des parties de nous, on n'est pas encore complètement nés. Il y a des trucs encore chez nous, régressés, infantiles, vous voyez, paralysés, bloqués, non développés. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres naissances que cette première-là? Et moi, ça me semble intéressant de voir que, oui, il y a d'autres moments que ce premier moment où je revis quelque chose d'analogue, c'est-à-dire où je passe d'un monde à l'autre à travers un basculement des points de repère et la nécessité non plus d'apprendre, mais d'apprendre et de réapprendre. Vous voyez, il y a des moments où on va utiliser un langage moderne, il y a une forme de réinitialisation. On appelait d'ailleurs autrefois les étapes de l'initiation aussi, de la croissance humaine. Donc il y a une espèce de recommencement. Et je vais essayer d'en indiquer quelques-uns. Et on verra qu'au fond, si ces recommencements, je les vis positivement à fond, plus je les vis comme un recommencement, et plus ils permettent la croissance de ma personne. Plus je freine devant la peur d'avoir à recommencer, c'est normal, je préfère continuer que recommencer. Heureusement, il y a des choses qui continuent, je ne perds pas la couleur de mes yeux, je sais toujours marcher, voilà, et je sais mes tables de multiplication. Voilà. Mais il y a quand même des moments de recommencement, réinitialisation, où on est analogiquement perdu un peu à la manière dont on l'a été au moment de la naissance. C'est vrai, on savait dans le sein maternel plein de choses, je vous dis, on le retrouve quand on va faire de la plongée. Et puis on voit bien que ce savoir nous a pu servir à grand chose. Tu as beau essayer de. Ça, tu t'avances pas dans l'air, quoi. Enfin, ça marche pas. Et tu as beau chercher la paroi avec quelqu'un qui tu pourrais dialoguer, il n'y en a pas, quoi. Il faut aller rencontrer quelqu'un qui est plus loin. Alors, je prends des choses simples. D'abord, il y a précisément le moment. Alors, dans un langage commun, on va dire, les gens, on prend sa vie en main. Il faut y aller mollo sur le fond des choses, mais prendre ta vie en main, il faudrait que tu saches qu'est-ce que c'est ta vie, puis tes mains ne sont pas assez grandes pour ça, puis tu prends ce que tu arrives à attraper, et encore, voilà, donc, disons qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'il va falloir que tu sois, à défaut de piloter le bateau, en tout cas, pas loin du poste de pilotage, quoi. Enfin, que tu es concerné, que tu dois être impliqué dans ce qui va se passer dans ta vie, on va dire ça comme ça. Si on veut être très humble, parce que déjà les gens qui veulent prendre le pilotage, prendre la barre, dire maintenant c'est moi qui gouverne, enfin déjà tout ça c'est un peu crétin. Par contre c'est ce à quoi nous pousse le monde. Prends ta vie en main mon fils, ma fille, il est temps que tu sois autonome, voilà, commence à te gouverner, tatati, tatata, fais des choix essentiels, décide en orientation. Là j'ai vu, c'est quand même une franche rigolade, enfin c'est une franche angoisse. Les pauvres gamins là, ils ont d'ici quelques semaines à faire un truc qui commence par un P, vous savez le machin, la programmation informatique du futur là. Le P, machin. Voilà, qui va disparaître dans un an, nous a dit la ministre. Alors le PABB, c'est génial, quoi. Tu dois t'inventer 10 futurs. Alors déjà, je ne sais pas si vous, à leur âge, vous vous seriez inventé 10 futurs, mais alors eux, des futurs, pour s'en imaginer déjà la moitié du quart d'un seul, c'est super l'angoisse, tu vois. Donc leur en proposer 10. Voilà. Moi j'avais cité une fois comme ça un lycée professionnel, donc on leur demandait 2 à l'époque, et c'était des terminales, je me souviens. Et je leur avais dit, il paraît qu'on vient de vous faire ça. Et alors, ça vous a plu, éclat de rire. Je dis, oui, vous n'avez pas l'air de l'avoir pris trop au sérieux. Double éclat de rire. Ils n'en avaient rien à faire. Ils savaient que tout ça, c'était du bidon franc, quoi. C'était il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du délire. Le monde dans lequel tu es ne te donne absolument pas les conditions d'existence qui te permettent, sauf cas de vocation où les anges sont venus te dire, toi, ma petite fille, tu seras
définitivement une grande couturière, et toi, mon petit-fils, tu seras, je ne sais pas trop quoi, possible. Ou que la tribu vous est tellement préprogrammée que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autre chose que ce qu'on vous a prévu de faire. Si tu n'es pas polytechnicien, tu es SDF, donc tu seras polytechnicien. Je suis très au sérieux, qu'une famille comme ça, dépression grave, parce qu'elle a fait que Centrale. Elle est partie, elle a commencé à vivre avec le premier venu. Enfin bref, c'était la révolution totale, parce que ne pas avoir Polytechnique, c'était vraiment le banc de la vie familiale. Et les maladies, ça existe partout. Et donc, vous voyez, ce moment, donc, laissons tomber toutes ces espèces d'images, je vous dis, qui sont complètement surfaites, précisément, parce que quand tu es né, tu n'as pas pris en main grand-chose. Hein. Tu as pourtant fait quelque chose quand tu es né. Enfin, on a fait quelque chose, manifestement. Puisqu'on vous dit, c'est le bébé qui déclenche. Enfin, même si on peut déclencher l'accouchement, quand même, en fait, on agit sur lui pour qu'il déclenche, si j'ai bien compris. D'accord, voilà. Mais quand même, lui, il comprend qu'on lui fait comprendre que maintenant, là, l'organisme lui fait comprendre que maintenant, il n'y a plus trop le choix. C'est maintenant. Il y en a qui ne veulent pas comprendre, il faut aller les chercher des fois par césarienne, et c'est pas marrant non plus, parce que, non, eux, il n'y a rien qui leur a signifié de manière définitive qu'il fallait y aller. Par contre, les bébés qui restent 10 mois, 11 mois, 12 mois dans le sein maternel, on ne connaît pas. Donc, ce qui montre bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, d'une forme d'autonomie. Est-ce qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux le moment où je prends ma vie en main, entre guillemets? Pas sûr. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même un moment où je m'aperçois que je suis au centre de mon existence et qu'il y a en moi un mouvement vital qui ne peut pas se faire sans ma coopération. Que là-dedans, finalement, le moins mal placé, c'est moi. Que les autres sont plus ou moins nuls et plus ou moins conscients de l'être. Que globalement, moi, je ne suis pas bien meilleur, mais que c'est quand même moi qui vais devoir y aller. Voilà. C'est se lever. J'aime bien, vous savez, quand on fait nos vœux, on nous appelle et on dit « me voici ». C'est pas grand-chose, hein. On t'appelle par ton nom, comme à l'école, tu dis « me voici ». Et tu te lèves, j'aime bien ça, voilà. Me voici. C'est-à-dire que là, tu dis « ok, c'est moi ». Pour le meilleur, pour le pire, personne ne sait très bien de qui il s'agit, mais c'est moi. Derrière mon nom, ce qui est aussi assez beau. Et donc, on voit bien ces moments-là. Alors, ils ne sont pas nécessairement à un moment de tilt, hein, mais on choisit d'aller taper à la porte d'un premier boulot. Au moment du premier entretien d'embauche, ou analogue, il y a quelque chose comme ça. Qui pourrait dire, vous voyez, première fois qu'on passe un examen, le brevet là. Le brevet, c'est un petit moment, c'est une première forme de naissance sociale qui fait que, vous allez me dire, c'est rien tout le monde là. Oui, mais regardez, la subjectivité même des gamins très doués, hein, sauf quelques-uns qui sont tellement certains qu'ils vont toujours réussir qu'ils s'aperçoivent. Du coup, d'ailleurs, ils ne bénéficient pas de cette épreuve. Qui te font de s'apercevoir que, oui, il y a un moment donné, tu n'es pas sûr de savoir complètement ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, toutes ces premières fois où on s'est engagé à faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Vous voyez ? Là, il y a une forme comme ça. Et alors, évidemment, je fais ça comment ? En sachant que je peux m'appuyer sur des aînés. Enfin, la manière dont je le vis le mieux, c'est si je sais que je peux m'appuyer sur d'autres, que j'ai droit à l'erreur, que je ne suis pas censé savoir du premier coup exactement comment il faut faire, et que j'ai le temps de l'apprentissage pour optimiser ce que je vais faire pour la première fois. On voit bien les rites initiatiques dans beaucoup de sociétés mettent ce premier moment très très en lumière, au risque de faire peur d'ailleurs. Parce que oui, c'est un seuil, mais c'est aussi un process. Vous voyez ? La naissance, c'est un seuil, mais c'est aussi un process. C'est bien, les contractions, ça peut durer longtemps. Hein. Entre le moment du début et le moment de la naissance, il peut y avoir plusieurs heures, ce qui montre bien que ce n'est pas qu'un seuil. Tu ne franchis pas juste une porte, c'est un process. Donc c'est vrai qu'avant de se mettre debout et de s'engager à faire quelque chose, ça se prépare en amont et ça s'assume en après. Voilà, donc ça me semble une première forme très... comment dire ça où je me différencie du monde. Alors, il va falloir bosser derrière. Hein. Ça veut dire quoi? Si je vais jusqu'au bout de ce que ça peut vouloir dire. Je ne suis plus d'abord l'enfant de mes parents. Je suis d'abord je. Je commence à entrevoir que je ne suis qu'accidentellement leur enfant. Que leur personne et leur corps et la génération ne concernent pas mon identité. Je. Ils m'ont donné un prénom, mais derrière le prénom, ils ne savaient pas qui y avait. Moi.
Et au fond, ils ne savent pas mieux que moi qui je suis moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a un moment donné où je nais au-delà de la parentalité. C'est pas rien ça. Hein. Et qui pourrait dire qu'il l'a fait pour toujours, hein? Parce que c'est compliqué. On est très fabriqué psychobiologiquement, hein, par l'héritage, pas seulement parental, mais familial. Je dirais, il y a aussi par rapport à la culture. Vous voyez, je ne suis pas seulement engendré au monde, vous voyez, comprenez bien, au premier sens du terme, par des parents, et par une famille, par une tribu, mais aussi par une culture. Qu'à un moment donné, je puisse dire, mais dans cette culture, il y a du bien et il y a du mauvais, il y a du effroyable et du magnifique, et je ne sais pas encore très bien où, mais ça va être un de mes boulots, que tout doucement, au fur et à mesure que j'existe, de trier là-dedans, en demandant conseil avec des aînés, vous voyez, me libérer des a priori collectifs, hein, on va se parler ça comme ça. Voilà, c'est pas nécessairement concomitant, mais ça fait partie de ce moment d'autonomie. On fait face à sa culture, on fait face à ses parents, pour les remercier d'ailleurs, pour leur pardonner au besoin. Et puis, ce qui n'est pas toujours facile, hein, c'est qu'on fait ça plusieurs fois dans sa vie, hein, aussi. Et c'est notamment aussi un moment où je fais face à ma propre histoire, alors qui n'est pas bien vieille quand j'ai 17 ans. Hein. Mais même, des fois, à 17 ans, j'ai pu vivre déjà plein de choses, où je fais face à ma propre histoire. Effectivement, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. J'accepte d'avoir à faire avec ça. Au besoin, j'ai besoin d'être aidé par une thérapie, par des médicaments, parce que c'est inassumable ce que j'ai traversé. Mais c'est mon histoire, vous voyez. Faire face à son histoire, se poser comme un sujet face à son histoire, face à sa culture, face à sa famille, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Qui pourrait dire qu'aujourd'hui, il est capable de le faire lucidement, clairement et pour toujours? Non, on y va doucement. C'est ce que Aristote appelait un être libre. Comme processus, hein, de libération. Ensuite, il y a une deuxième expérience différente de celle-là, mais qui me semble aussi de l'ordre de la naissance, c'est l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, qui est tout autre chose. Hein. Quand je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, alors c'est pas nécessairement le mariage, hein, mais en fait, à laisser quelqu'un entrer potentiellement durablement dans ma vie. Ça, quand même, ça s'appelle l'amitié au sens fort du terme. Hein. Alors là, c'est quand même très bizarre. C'est aussi un pari extraordinaire, parce que ou tu attends 95 ans, et tu auras tellement pris l'habitude de ne pas choisir quelqu'un d'autre que de toute façon, tu es un vieux garçon qui était déjà vieux depuis 15 ans, quoi. Donc tu es super vieux à 50 ans et tu es hyper dinosauresque à 70. Voilà. Mais quand même, là, il y a une naissance aussi. J'entre dans un monde qui n'est pas le mien, qui n'est pas moi, qui est l'autre. Et le monde qui est l'autre, c'est beaucoup plus différent que du sein maternel à dehors le sein maternel. Parce que l'autre, il y a des analogies très lointaines avec toi. Oui, l'autre, il a des yeux, il a des oreilles, il a des pieds, il mange, il boit, il dort, voilà. Il a des désirs, il a des pulsions, tout ça, on est d'accord. On est génériquement des animaux et on se ressemble. Une fois que tu as dit ça, tu n'es pas encore rentré dans la manière dont l'autre, il vit tout ça. Quelle est sa manière d'être personnelle? Et dans tout ça, qu'est-ce qui est vraiment lui-même et qu'est-ce qui est encore des réflexes, des acquis, des manières de faire, tout stéréotypé, vous voyez? D'aller à l'aventure de la découverte de l'autre, et puis de laisser l'autre entrer à l'aventure de la découverte de moi. Ça, c'est une aventure à deux qui implique une forme, comme la naissance. Je me souviens très bien d'un jeune qui, c'était quoi, 1 mois avant le mariage, et elle me dit affolée, il me dit qu'il ne sait pas s'il peut m'épouser parce qu'il ne sait pas s'il m'aime. 1 mois avant. Hein. Il me dit, est-ce que je peux venir au monastère pour travailler le potager parce que là, je vais péter un câble. Je dis, bah, viens au monastère. Et lui, je le vois, il me dit, bah voilà, finalement, je ne sais pas si tu l'aimes. Je lui dis, ben moi, je sais, en fait, tu l'aimes pas. Il me dit quoi? Je dis, non, tu l'aimes pas. Parce que tu te poses la question de savoir si tu l'aimes, donc tu l'aimes pas. Tu es là en train de. Tu es dans ton catalogue de la redoute et tu es en train de te demander si un jour tu vas trouver une chemise qui est mieux que celle que tu choisis. Je dis, mais tu es dans ta tête, tu es dans ton ego, tu n'as pas encore vu qu'il y a une proposition qui t'est faite. La question est de savoir, est-ce que la proposition de cette personne est humainement un minimum compatible avec toi? S'il y a compatibilité, maintenant, il faut que tu choisisses, c'est tout. Tu choisis pas, et là, tu vas savoir, en choisissant de l'aimer, si tu l'aimes. Mais si tu attends d'avoir à faire un choix que tu ne fais pas, ça ne va pas. C'est très masculin. Hein. Vous voyez, psychoté sur le choix, quoi. Donc, du coup, il était dans lui, quoi, dans lui. Et donc, du coup, il n'aimait pas. Depuis, bon, il s'aime profondément. Mais vous voyez, c'était très. C'est pour dire que c'est. Vous voyez, là, il y a une naissance où tout d'un coup, tu largues
le petit monde que tu ne gouvernes pas tout à fait, qui s'appelle toi, et puis tu laisses un autre monde venir perturber, normalement, durablement, et des fois beaucoup plus en profondeur que tu ne le pensais, le tien. Si tu l'as fait vis-à-vis de quelqu'un, ça t'aide après ça, si éventuellement tu as des enfants, de le faire aussi à travers les enfants, ou les gens qui... Et puis de le refaire, parce que des fois, c'est parce que tu l'as fait vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis duquel tu l'as choisi, que tu vas apprendre à le faire avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, dont tu sais finalement pas, à 20 ans, toujours, qu'est-ce que tu en fais. Des fois, à 20 ans, tu sais toujours pas ce que tu fais de ces gens-là. Tu n'as pas envie de vivre avec eux, d'ailleurs, parce que ce n'est pas tes amis. Mais quand même, déjà, tu as déjà vécu trop de choses pour rien en faire. Vous voyez ? Et finalement, à travers tout ce qui s'est passé effectivement de la famille, c'est quand même des individus et des personnes qui sont venus te perturber. Donc maintenant, comment tu te situes par rapport à eux? Tu n'es pas obligé d'être leur ami. Mais il faut que tu te positionnes sur les perturbations qu'ils ont déjà opérées chez toi, pour le meilleur et pour le pire. C'est mieux de commencer par le meilleur d'ailleurs. Ça permet de pardonner le pire. Et donc, ce qui montre bien que s'engager vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas rien. C'est pas juste de l'accouplement par affinité. Enfin, vous voyez, je veux dire, j'ai rien contre les sites de rencontres, mais on est dans autre chose. On est vraiment dans le phénomène, même chose, de la naissance. C'est-à-dire que vous savez, c'est cette expression très belle de la jeunesse qui dit, qui est tout à fait audible sans la foi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils ne seront qu'une seule chair. Ça dit très bien le process. Troisième expérience, je ne vais pas toutes les décliner, mais vous voyez bien, il faudrait les creuser chacune, voir en quoi est-ce que s'engager, voilà, c'est une forme de naissance. À ma fragilité, à ma dignité, à ma capacité à être un lieu pour l'autre. Pas seulement par mon affectivité, mais par ma personne. Accepter de pouvoir être instrument par moment d'une lumière qui touche profondément l'autre. Apercevoir que par moment je vais blesser l'autre sans le vouloir. Ouais, c'est tout ça. Donc c'est vraiment un pays inconnu, où je gère plus toutes les distances. Donc dans un monde qui s'appelle l'autre. C'est très bien raconté ça dans Le Petit Prince, entre le renard et le Petit Prince. Et d'ailleurs entre le Petit Prince et le pilote. Troisième expérience, c'est la paternité, la maternité. Où là c'est un monde qui débarque de mes entrailles, dont j'ai la charge, sur lequel je serais censé être compétent et auquel je ne comprends rien. Alors, je ne suis pas censé comprendre, mais je suis censé essayer de faire avec le fait que je ne comprends rien. Donc, je vais faire des choix, je n'ai aucune idée que c'est les bons. Pas pour rien d'ailleurs que ça aide d'être à deux et d'avoir deux perspectives un peu différentes. C'est même d'ailleurs d'être des fois avec d'autres personnes bien intentionnées qui peuvent aider, vous voyez, à avoir plusieurs regards sur la même chose miraculeuse et unique au monde et le prototype qui s'appelle la personne qui vient de naître. Mais voilà, on voit bien que là, la paternité et la maternité, c'est, quand on la regarde dans leur plénitude, c'est entrer dans une phase de l'existence, dans un monde de la dépendance à autrui et de la dépendance d'autrui à soi, dont on n'avait pas complètement idée jusque-là. Vous voyez, quand on est né, on a fait, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, avec ceux qui étaient là, qui étaient les parents. Mais je dirais, on l'a intégré. Notre choix, il est venu assez tardivement. C'est rare qu'un enfant, vous savez, sauf les gamins de 4 ans qui prennent la valise en disant « maintenant, je me quitte de cette maison de fou ». Bon, il revient quand même. Et il y en a, ils font toujours pas ça à 30 ans alors qu'on les pousse dehors avec la valise. Mais c'est pour dire que ce vis-à-vis a quelque chose qui dépasse complètement la compréhension. C'est encore un autre monde que celui de la relation d'amitié. C'est encore un autre monde que celui de la décision de soi, qui est un monde où se mélangent le physique, le psychique et le personnel d'une manière qui est très difficile à démêler. Et donc c'est accepter d'être travaillé par des sentiments et la nécessité de se positionner sans savoir vraiment comment. Alors ça fonctionne très différemment dans la paternité et la maternité. Parce que la maternité a quelque chose de basiquement plus physique, mais c'est ça qui est trompeur, c'est de croire que le physique est la base de la maternité, ce qui est une erreur. Et inversement, chez l'homme, il y a très peu de base physique, et donc la difficulté, comme c'est beaucoup plus fragilisant que la maternité, la paternité, c'est de se mettre dans des postures de copains autoritaires, de nounours bienveillants, de gestionnaires de l'espace, enfin, comment vous dire ça, il y a de gentils animateurs, il y a plein de postures paternelles, de postures qui ne sont pas paternelles, qui ne sont pas le père, quoi. Et longtemps, on a assisté, je dis, à la posture qui est plutôt celle de l'autoritarisme, celui qui est censé détenir le savoir, le pouvoir, qui détermine la loi et qui entend être obéi.
sans quoi il peut s'économiser le dialogue avec son enfant. Mais relisez L'incompris de Comencini, et vous voyez bien que voilà, c'est dommage d'attendre le moment de mourir pour entrer enfin dans un dialogue paternel sur la base évidemment fondamentale de l'impuissance, puisque dans la paternité, on n'advient la paternité que dans l'acceptation de l'impuissance. Et donc là aussi, la manière dont la personne naît à quelque chose d'elle-même par la découverte de la paternité, naît à la découverte à quelque chose d'elle-même par la maternité, je vous dis, c'est très différent. Jusqu'où d'ailleurs est-ce qu'on a besoin les uns des autres, ou est-ce que c'est vraiment un mystère qui se vit pour une part seule? Pour moi, c'est une question sur laquelle je ne suis pas encore très clair. Mais c'est un moment d'impuissance dans les deux cas. C'est un moment donné où là, tout d'un coup, je ne peux plus rien faire pour l'enfant. Et c'est là que je deviens père ou mère. Tant que je crois que je peux, vous voyez, il y a un petit endroit où je regarde encore l'enfant dans la lumière de ce que je peux. Mais quand tout d'un coup, je le regarde sur le fond de ce que je peux absolument pas, donc de ce qu'il est, comme inatteignable à ma puissance, là, il se passe quelque chose. C'est pas très cool, hein, toujours, hein. Mais il se passe quelque chose d'une maturité. Des fois, c'est comme grands-parents qu'on a, du coup, des fois, on devient le père ou la mère, enfin, d'ailleurs, de ses propres enfants grâce aux petits-enfants. Et d'ailleurs, on devient le père ou la mère de ses enfants en cessant de vouloir être leur père ou leur mère, en étant d'abord une personne qui est face à eux et qui, de nouveau, accidentellement, s'est trouvée à cet endroit-là, qui essaie d'assumer l'accident. Ben oui, c'est accidentel. Il faut assumer l'accident. Comment faire de quelque chose qui n'a pas de nécessité interne et qui pourtant s'est imposé à moi quelque chose? C'est pas simple. Hein. C'est pas si simple. C'est une drôle de chose, c'est ça que je veux dire. Quatrième expérience, l'épreuve. L'épreuve au sens où, quand tout d'un coup, mes points de repère, c'est la crise du milieu de vie, c'est tous les moments, on pourrait dire de crise au sens grec du terme, où tout d'un coup, j'ai besoin de re-regarder tout à zéro. Voilà, c'est souvent les moments où je me suis cramponné à des manières de comprendre un peu stéréotypées, et où la réalité a fini par m'exploser dans les mains ou à la figure, et où là, je dois réenvisager les choses comme si je les avais jamais regardées. Alors, ce qui permet de devancer ça, c'est plus je le fais dans l'émerveillement, plus je me laisse déstabiliser positivement par ce que je découvre comme très différent de ce que j'en pensais, plus je serai plus accueillant au moment où mes points de repère me sont arrachés. Enfin, vous voyez, je peux vous dire ça. Plus je le choisis librement, et plus je le vis moins mal quand j'y suis forcé. Il faut s'habituer à être déstabilisé positivement en permanence par l'émerveillement, par l'étonnement, par l'apprentissage permanent. Et plus je serai un peu plus souple au moment où tout d'un coup, c'est fini, là, je croyais, eh ben non. C'est pas ça, ça marche pas du tout. Tu as tout fait, mais manifestement, c'était pas la bonne voie. Parce que le résultat, là, c'est l'échec malheur complet. Voilà. Il y a des grandes, il y a des petites épreuves. Si on est lucide, c'est plusieurs fois par jour. Hein. Le moment où, en fait, là, tu avais prévu, non. Toi, ta journée super, tu mets ta clé dans la voiture, tu puis rien, tu ne démarres pas. Tout ton programme, là, tout. Donc, tu t'énerves, rien. À un moment donné, tu enregistres que, non. Tu vas rater ton avion, c'est joué, il n'y en a pas d'autre, tu n'as pas le temps, nanani. Donc, tout, premier moment, là, d'effondrement. Mais deuxièmement, c'est extraordinaire. Enfin, pas toujours, hein, parce que ton vécu psychique, mais l'extraordinaire, c'est que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois improviser ton existence à zéro. Ça peut être une naissance. Sauf si tu lâches rien. Ce qui peut arriver aussi. Hein. Et d'ailleurs, du coup, je vois de manière rétrospective que dans la relation parent-enfant, mais dans la relation aussi à l'autre, il y a plein de petits moments catastrophiques, positivement comme ça. Tu voulais faire plaisir à l'autre en disant ça, paf, c'est venu au moment où l'autre il prend ça, alors complètement l'inverse de ce que tu as voulu dire. Tu essayes de t'excuser, tu t'embourbes encore plus, tu as l'air de confirmer ce que l'autre a fait. Il y a un peu de vécu dans ce que je raconte, hein, mais voilà. Et là, tout d'un coup, tu dis, bon, je ne vais pas y arriver, quoi. Ouais, enfin, tu laisses tomber et tu reprends les choses à neuf. Enfin, mais c'est pas grave. Ça ne supprime pas mon existence, ça ne fait pas que la relation disparaît. Donc en fait, des déstabilisation naissance, voilà, ça peut être aussi par jour.
peut s'entraîner à respirer, à naître à chaque respiration. On peut. C'est un grand boulot spirituel, mais ce n'est pas impossible. Et puis évidemment, il y a la mort. Alors le problème, c'est que la mort, on n'a pas l'autre côté. Hein. Mais alors quand même, la mort, il y a vraiment quelque chose comme la naissance. On ne peut pas, quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, on ne peut pas ne pas percevoir que, pour le coup, on est vraiment du côté de quelque chose de maternel. Ceux qui sont là, on n'est pas... Vous voyez, on voit bien, au moment où la personne est en fin de vie, on ne peut en aucun cas, ça n'a aucun sens de vouloir se mettre entre la personne et ce vers quoi elle va, parce que j'en sais rien. Enfin, vous voyez, même si j'ai la foi, ça ne change rien. Vous voyez, je ne suis plus devant l'autre. Je ne peux même pas, je ne veux pas dire, t'inquiète pas, suis-moi. Ben non, je ne vais pas mourir pour que tu me suives. Non, mais vous voyez, je veux dire, comment on se met où là? Je dis, je suis désolé, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire ça non plus. Je dis, heureusement, je ne peux rien faire, mais je peux être là. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a là un apprentissage de l'accompagnement dans la présence à quelque chose qui, pour le coup, est, y compris physiquement, une mutation majeure quand même, non? Enfin, on ne peut pas dire autre chose. Alors ensuite, la question est de savoir, est-ce que ça a juste l'apparence d'une naissance et c'est juste l'aller vers le néant? Le philosophe ne peut pas dire ça, parce que de nouveau, il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître. Enfin, ça ne suffit pas à consoler complètement. Vous voyez, est-ce que c'est juste qu'il y a quelque chose de non destructible dans le vivant qui fait que, malgré la dislocation de la relation entre le corps et l'âme, quelque chose demeure? Ou est-ce que c'est vraiment une naissance? Quand même, à la fin, la naissance, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis allé d'un moins vers un plus, normalement. Donc là, on ne peut pas s'empêcher, toutes les civilisations l'ont fait, encore une fois, quelle que soit leur représentation du sacré et du divin, de se dire, de nouveau là, nous on est du côté du moins, et ils vont vers le plus. Et là, je ne suis pas dans la représentation, je suis dans l'accompagnement physico-personnel des gens en fin de vie. Parce qu'en fait, ça se passe beaucoup dans le corps quand même. Parce que c'est le corps qui va te lâcher. Et je suis de plus en plus frappé de voir comment est-ce que l'environnement médical ou famille des fois est complètement paniqué par tout ça et veut qu'on lui qu'on lui processe tout ça. Pour que tout ça se passe. Non, c'est comme la naissance. Il faut être prêt à faire une péridurale, au besoin. Mais il y a aussi une écoute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande normalement à une maman qu'elle-même elle doit dialoguer avec son enfant pour savoir on y va comment quoi. Voilà, et donc on pourrait dire que dans la naissance, il n'y a pas eu une mort, mais oui, il y a quelque chose, comment dire ça, de cet aller vers l'inconnu inquiétant, qui a sans doute été vécu au moment de la naissance. Il y a quelque chose dans la mort qui ressemble à ça, une fois que j'ai compris que de psychoter sur l'au-delà du mourir, ça ne sert à rien, parce que je n'ai pas de compétences. En attendant qu'on vienne m'en parler de là-bas, comme disait... vous savez, c'est dans la parabole du bon Lazare et du riche, là où le riche dit, mais ils vont aller vers la même horreur que moi, va les prévenir. Et Abraham, c'est métaphorique, hein, mais Abraham répond au riche qui toute sa vie a vécu dans l'abondance et qui n'a rien à eu faire du pauvre Lazare qui a fini dans le sein d'Abraham. Il lui dit, mais de toute façon, même quelqu'un ressusciterait des morts pour les préviendrait, il ne l'écouterait pas. Alors, maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, avant de laisser une place aux questions, c'est... du coup, c'est assez intéressant quand même, ces expériences. Ce que vous voyez bien, c'est le fait que nous advenons au monde par des seuils. Ce n'est pas purement linéaire. Il y a des moments où je ne peux pas... oui, il y a des moments de nouveauté. Et il y a des moments où la nouveauté de mon regard et de ma manière d'agir rend ce que je voyais et ce que je faisais obsolète. Pas faux, mais dépassé. Il y a des moments où je dépasse ce que j'avais compris jusque-là, ma manière de faire jusque-là. Je trouve ça assez beau de voir que ces seuils, je ne les maîtrise pas. J'ai à les vivre. Ce n'est pas pareil du tout. Je ne les décide pas. J'ai à faire avec. Et c'est des seuils que j'appellerais, moi, d'avènement au monde. Alors, du coup, qu'est-ce que je découvre? Je pense que derrière ça, d'abord, je découvre qu'au fond, il y a la personne humaine, fondamentalement, que je suis, me dépasse. Moi, je m'aperçois de plus en plus de ça. Me dépasse. C'est-à-dire que je ne peux pas faire le tour de ma personne. Je peux m'envelopper dans du papier journal, vous voyez. Mais si je m'enveloppe trop, avec du plastique en plus, je vais mourir étouffé. Donc, vous voyez, ce qui montre bien que on ne peut pas me séparer du milieu dans lequel je suis. Je ne suis même pas purement identifiable corporellement. Tu viens pas, on t'a coupé les cheveux, on les met par terre chez le coiffeur, quelqu'un marche dessus, tu ne dis pas, non mais depuis quand vous permettez de me marcher dessus? Voilà. Qui montre bien qu'elle est...
les périmètres, j'exagère un peu, mais à peine, hein, les périmètres de moi et de l'autre, tu ne peux pas demander à l'autre auquel tu as prêté une partie de ta peau ou de ta cornée en disant maintenant tu me la rends, toi. Voilà, donc, ce qui montre bien que c'est très beau d'ailleurs que une partie de mon corps puisse appartenir à l'autre. C'est extraordinaire qu'on puisse faire ça. C'est quand même absolument fabuleux. Ce qui montre à quel point, comprenez bien, notre corps est le nôtre, hein, mais il est quand même aussi en commun. Alors, c'est déjà vrai parce que il y a quelque chose, je vous dis, de l'interdépendance avec le monde et avec les autres qui est très très forte, physiquement, mais a fortiori psychiquement. Mais c'est aussi, moi je dirais alors beaucoup plus profondément, c'est que ma capacité de découvrir l'ampleur de la réalité, la profondeur de la réalité, et ma capacité à m'engager vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes semblables, en fait, nous dépasse. Vous voyez, c'est qu'en gros, les choses ne sont pas under control. L'humain, ce n'est pas un truc under control. C'est quelque chose, c'est pas Dieu, hein, mais c'est quelque chose qui est un vrai mystère, dont l'ampleur, on va dire, me transcende. Et j'aurais tendance à dire, c'est Pascal qui dit ça, l'homme passe l'homme, cette expression est très belle. Il y a quelque chose en nous de démesuré. Je ne peux pas mesurer tout ce que je suis. Vous savez, on mesure les enfants, vous savez, quand vous en avez eu 5, alors vous avez Louis à 3 ans, et puis vous avez Julie à 3 ans, et puis vous avez tous les étalonnages de la croissance. Tu peux mesurer la croissance, tu sais qu'un peu le centimètre, tu peux savoir avec beaucoup, beaucoup de précision. Mais le périmètre de la personne de l'autre, c'est pas où. D'abord parce que dès qu'on aime quelqu'un, l'autre part avec une partie de nous, puis voilà, si cette relation demeure, ça ne revient pas, même quand il meurt, il partit avec. Et donc il y a quelque chose là de la mesure de nous-mêmes, et encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de dire qu'on est des dieux, parce que cette mesure de nous-mêmes, précisément, elle n'est pas à la portée de notre simple volonté, même de notre simple conscience. Et alors c'est intéressant de voir, je voulais reprendre les catégories de Saint Paul. Nous ne mesurons ni la hauteur, ni la longueur, ni la profondeur, ni la largeur. Et la naissance, les moments où nous naissons, sont les moments où où tout d'un coup nous nous apercevons que la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur sont plus grandes que ce que j'avais cru jusque-là. Ma vie est plus large, mais aussi plus profonde. Il y a des fois d'ailleurs, je m'aperçois qu'elle est moins large que ce que je rêvais, mais plus profonde. Parce que large et profond, ça ne va pas, dans un premier temps, toujours tout le temps ensemble. Tu ne peux pas tout faire, tu dois choisir par exemple. Et la vraie largeur à laquelle tu aspires, tu ne l'auras pas en étant multitâche. Mais en approfondissant une compétence et en laissant cette compétence porter du fruit bien au-delà de toi-même. Vous voyez, par exemple. C'est très bizarre cette espèce de... Alors, la hauteur d'abord. Il y a des moments où nous découvrons que, oui, notre destination nous dépasse. Elle est plus haute que nous. Je vous dis d'abord parce qu'il y a une partie de moi qui n'est pas destructible, qui est cette profondeur spirituelle que j'ai du mal à circonscrire, donc je ne sais pas très bien par quoi elle est traversée, même quand j'aime quelqu'un. Comment l'autre habite en nous, ça veut dire quoi ça? Ça se partage, nous, ou ça ne se partage pas? On se nourrit les uns des autres, qu'est-ce qu'on fait profondément? C'est quoi la communion, pour parler autrement? Voilà, donc il y a une destinée qui dépasse l'horizon de ce qu'on appelle les destinées humaines, c'est-à-dire que tu seras forgeron comme ton grand-père, et tu as intérêt à bien gagner ta vie, et un peu mieux que moi, et ça serait bien si tu as un diplôme, et que tu es une femme sympa avec des enfants, et que tu nous fasses de gentils petits enfants, ça sera super, voilà le programme. Et je te souhaite avec tout le bonheur du monde. Voilà, ça c'est l'horreur, c'est la niche de chien, quoi. Non, notre vocation, c'est pas ça. D'abord parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui arrivera à remplir la destinée, vous voyez, tous les autres, alors c'est des nuls. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une destinée standard qui est une fausse, et auquel peu de gens arrivent à y marcher, comme on dit. Mais il y a des chemins, quand on les regarde de près, évidemment, c'est pas de loin, mais quand on s'en approche, qui sont des chemins qui n'ont pas du tout le profil qu'on imagine. Il y a plein de gens, on dit ta vie est ratée, tu t'approches de près, tu te dis mais elle n'est pas du tout ratée comme... Enfin finalement, elle n'est pas du tout ratée. Elle n'a juste pas les critères sociaux de la réussite. C'est quand même pathétique. Hein, alors qu'il y a des gens, ils ont les critères sociaux de la réussite et dedans, ils sont complètement ratés. Parce qu'ils n'ont pas commencé à exister, ils n'ont existé que pour leur réussite sociale. Donc la hauteur, la largeur aussi, le niveau d'interdépendance de nos existences les uns sur les autres, la chaîne, vous voyez, oui, l'influence profonde, nous ne la mesurons pas bien. Les gens que nous croisons, c'est très étonnant, la manière dont certaines personnes nous ont impactés, on les a vus 10 minutes dans notre vie. Et d'autres, on était à la porte d'à côté, on les a même jamais remarqués. Au moment où ils meurent, on dit tiens, c'est bizarre, je ne savais même pas son prénom.
Et donc, comment est-ce que quelque chose de la richesse de chacun passe dans le cœur de l'autre? Je vous dis, je pense qu'on n'est pas tellement habitué à regarder ça, alors que je suis profondément persuadé, puis je regarde les personnes humaines, qu'il y a quelque chose là d'une largeur de nos existences, et accepter d'être élargi. Tout d'un coup, que ma vie, elle n'a pas la portée que je décide qu'elle a. Vous voyez? Elle en a moins que je voudrais, et plus que je l'imagine, mais autrement. C'est vrai, il y a des gens qui ont été connus mondialement, qui ont sorti des disques à des millions d'exemplaires, on ne sait même plus leur prénom. À part ceux qui ont acheté le disque à ce moment-là. Zéro impact en profondeur. Puis en plus, ils ont déchu après ça. C'est des étoiles qu'on a rangées dans des placards à 40 ans et qui ont fini par une overdose à 50 encore. C'est l'impression de la disparition des gens célèbres. Des gens dont pour nous, c'est l'image du rayonnement. La profondeur, c'est que notre vie, à chacun de nous, elle charrie tout l'héritage de nos ascendants, plus ou moins consciemment. J'arrive à un moment donné de l'histoire du monde, je n'ai pas décidé tout ce qui a précédé. J'arrive à un endroit du monde, je n'ai pas décidé tout ce que cet endroit a déjà vécu. J'arrive dans une tribu, je n'ai pas décidé tout ce qui me précède dans la tribu. Vous voyez, et c'est pas facile ça, d'accepter que, oui, je vais être un lieu de transformation des lignées humaines, vous voyez. Ça fait partie, ça aussi, tout d'un coup, de m'apercevoir que des fois, pour le coup, de manière un peu orgueilleuse, on dit, bah, de toute façon, je ne reproduirai jamais les erreurs de mes parents. Meilleure manière pour s'y précipiter dans l'erreur. Et en même temps, qui de nous peut dire, je vous le disais tout à l'heure, qu'il a dépassé sa culture, sa famille. Non, mais par contre, ça s'aperçoit que ma vie est plus large, vous voyez, voilà. Son enracinement dans le passé, et ce qu'elle charrie, surtout les sédimentations qui sont en moi, sont beaucoup plus grandes que nous l'entrevoyons. Et puis la longueur. La longueur, c'est que, comment dire ça, le tracé d'une existence au milieu des hommes est quelque chose dont ce n'est pas facile à prouver, mais dont intuitivement on voit bien que ça laisse une trace indélébile. Ça me semble une évidence, vous comprenez, si le retrait des océans a laissé des traces, si la dérive des continents a laissé des traces, si la disparition des dinosaures a laissé des traces, si l'explosion d'une étoile a laissé des traces, comment le chef-d'œuvre de tout ça, qui s'appelle la personne humaine, laisserait pas une trace, même si c'est quelques heures dans le sein maternel, vous voyez, laisserait pas de trace. Ça me semble une évidence. Alors qu'après ça, on n'est pas les outils scientifiques pour laisser les traces qu'on laisse. Ça, c'est parce qu'on est des... Voilà, la science, elle parle que de ce qu'elle voit, et pour voir ça, c'est pas avec les grosses lunettes grossissantes, vous voyez, comme des gros pixels là. C'est pas, comment ça s'appelle, vous savez, le jeu où vous avez des gros pixels auxquels jouent les enfants là, vous voyez pas, comme des Lego. Oh là là là. Non, c'est pas Tetris, oui. Minecraft, voilà, Minecraft, exactement, Minecraft. Vous avez vu Minecraft? Ben, les hommes, les femmes, les enfants, les soldats, c'est tout. En gros, vous prenez les Playmobil et les Lego et vous faites encore plus grossier et flou. Voilà. Et alors, les gamins sont fascinés parce qu'il y a plein de place pour leur imagination. Voilà. Ben, en gros, la science, c'est comme ça qu'elle regarde. Moi, ça me fait penser à ça. La science, elle regarde l'humain comme ça. Minecraft. La finesse du regard, du visage, zéro, c'est pas son truc. Elle n'est pas fabriquée pour ça. Elle est fabriquée pour la mesure quantitative, universelle et réitérable. Donc, laisse tomber la singularité, c'est pas son truc. Donc, nous laissons une trace. Entrevoir ça, que à la fois ma vie ne m'appartient pas, mais elle est dans mes mains, que sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, et la manière dont elle marque le monde me dépasse, mais que j'en suis pour une part dépositaire, c'est ça, vous voyez, qu'à mon avis, le fait de naître plusieurs fois. Donc, d'abandonner la manière encore réduite ou étroite ou, vous voyez, sécurisante avec laquelle je crois comprendre ce que je suis. Alors, je n'ai pas trouvé ce que ça veut dire étymologiquement naître, très précisément, parce que je ne connais pas assez. Ils disent c'est provenir de ou prendre son origine. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que naître, c'est consentir à son origine. Celle immédiate, vous voyez, celle plus lointaine, et puis celle bien au-delà de ce que je perçois, qui est le fait que ce que je suis
vient de plus loin que ce que les humains ont bien voulu. Voilà, à vous les questions. Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais pour être honnête, en arrière-fond de ma conférence, si je me suis permis d'oser poser la question, auquel je ne savais pas répondre, parce que je l'ai travaillé un peu pour vous, c'est parce que le Christ, dans un dialogue avec Nicodème, dit « il te faut naître de nouveau ». Et que quand il parle très clairement d'une naissance concrète. Et que Nicodème est tellement perturbé qu'il dit il faut retourner dans le sabbat. Nicodème, c'est un intello. Mais c'est un type qui allait. Enfin, vous voyez, c'est pas un illuminé, c'est tout sauf un illuminé. Donc, pour que cet homme soit tellement déstabilisé par la manière dont le Christ lui dit qu'il faut naître de nouveau, au point qu'il émette l'hypothèse qu'il faut retourner dans le sein maternel, qui est complètement débile, quoi. Hein. Et on voit bien que Nicodème ne le fait pas sous forme symbolique, c'est qu'il dit mais tu as l'air de parler d'une naissance, vraiment d'une naissance. Et donc c'est ça dont je suis parti en me disant, mais prenons-la déjà humainement. Dans la bouche du Christ, ça veut dire plus que ça, mais je n'ai pas tout de suite besoin de faire appel à, vous voyez, à des explications théologiques sur un truc qui est déjà une vraie question humaine. C'est pour ça que je suis parti de ça. Ça va me permettre de poser ma question. Sur la naissance, vous avez parlé des relations interpersonnelles et des relations avec le monde. Et c'est vrai qu'il y a la relation avec ce qui transcende les personnes et ce qui transcende le monde. Et il y a aussi peut-être la naissance de la conversion, au-delà de la question vraiment théologique que vous abordiez à travers la parole du Christ. C'est comment tout d'un coup je me rends compte que mon regard sur le monde, il était quelque part inversé par rapport à la réalité. Et que le regard il venait d'en haut et il ne venait pas uniquement de moi-même. Alors il y a deux choses, c'est que d'abord notre regard sur le monde, finalement, au fur et à mesure que nous vieillissons, il est de plus en plus marqué par la peur et la nécessité d'efficience. C'est ça qui est assez beau chez l'enfant. Chez l'enfant, il y a un peu de peur, hein, il peut y avoir des angoisses, mais il y a quand même basiquement une confiance, qui est très bouleversante d'ailleurs. Hein. Et finalement, on la perd assez vite, cette confiance. Et même si on peut à un endroit avoir confiance, ça n'empêche que quand elle a... Alors, c'est dangereux d'ailleurs, parce que les gens qui font trop confiance peuvent être complètement illuminés non plus. C'est de l'irresponsabilité. C'est pas facile de ne pas tomber dans les responsabilités avec tout ce que je vous ai dit. Hein. Mais pourquoi passer d'un illuminisme irresponsable dans lequel on pense qu'il suffit de se laisser porter par les choses et qu'en écoutant le vent, on va régler tous les problèmes, à tout d'un coup cette espèce de sérieux ridicule qui consiste à dire « maintenant, je vais me prendre en main ». Voilà. Et donc, c'est là que de s'apercevoir qu'effectivement, c'est parce que mon regard sur le monde, il est marqué par la peur ou par la puissance, et il n'est pas d'abord marqué par l'émerveillement. C'est-à-dire par le fait que j'ai à recevoir où je suis, qui je suis, et en permanence. Vous savez, aujourd'hui, on vous géolocalise. Moi, j'ai envie de répondre parce que tu crois que je suis là, en fait. Je suis dans bien d'autres endroits. De nouveau, une des personnes qui me porte dans son cœur, je suis là. Je ne suis pas que là. Donc si tu veux me géolocaliser, je vais tout de suite être dans 1000 endroits. Enfin, ça dépend. Oui, parce que c'est capillaire. Vous savez, aujourd'hui, on sait que par, comment ça s'appelle, Facebook et les trucs, on est tous très proches les uns des autres. Vous savez, on est à moins de 4 relations de n'importe quelle autre personne dans le monde. Vous voyez ? C'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'en gros, une personne à l'autre bout du monde cherche à contacter quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous connaît. Ça marche. Très impressionnant ça. Ça veut dire que très vite, vous voyez, c'est une métaphore, hein, mais il y a quelque chose de nous qui passe dans le cœur les uns des autres. Vous voyez, c'est une image. Hein. Bon, on est quand même géolocalisé là. Faut pas dire vous ne pouvez pas dire non, quand les flics viennent vous arrêter, dire non, c'est pas moi, c'est qu'une apparence. Je suis à beaucoup de endroits, mes domiciles sont multiples. C'est ce qu'on fait par Internet, mais dans la réalité, on est quand même encore un peu géolocalisé. Voilà. Mais c'est pour dire qu'effectivement, changer ce regard me permet de voir que en gros, oui, je me dépasse un peu originellement. Et la métanoïa, ça commence, pour ça qu'il n'y a pas que dans l'Évangile, la caverne de Platon, c'est une métanoïa. C'est se retourner des ombres vers les réalités, se retourner des apparences vers le réel.
se retourner de ma construction vers le fait que la réalité est plus grande que moi, mais j'en ai pas le plan. Du coup, ça crée une disponibilité à l'au-delà de moi-même. Un ami croyant vous faire plaisir vous dit « t'as pas changé, tu changeras jamais ». Alors, c'est vrai qu'il y a un moment dans notre vie où ça pouvait faire plaisir. Je comprends. Mais on arrive à un moment où, justement, on regrette de ne pas changer. Alors, il y a des choses en nous qui ne changent pas. C'est nos défauts. Une fois qu'on en a fait la cartographie sereine, douloureuse par moments, il faut en sourire, voire en rire. Okay, c'est vrai, mes espèces de petits défauts compulsifs à 3 balles, je les aurai jusqu'après ma mort. J'aurai peut-être toujours mon petit rictus au coin de la lèvre, dans mon cadavre. Okay, voilà. Donc ça, ces espèces de crispations, qui sont des crispations de peur, voilà. Je ne vais pas réussir à être totalement cool et dilaté avant la fin de mes jours, sauf la sainteté, mais ça c'est rare. Donc, en gros, effectivement, il va y avoir des choses. Mais ce quelque chose où je n'ai pas changé, c'est terriblement superficiel. Et donc, il n'est pas question que je me laisse enfermer par ça. Oui, peut-être que mes petits réflexes mesquins vont demeurer. Mais si je commence à en sourire, à en rigoler, et j'accepte qu'à l'intérieur de moi, il se fasse des tremblements de terre, que feront d'ailleurs de toute façon à la fin de mon existence. Parce qu'à la fin, une fois que je verrai bien que mes sécurités ne me servent plus à rien, qu'elle est là-bas, enfin la sortie, elle est par là, il n'y en a pas d'autre. Et que là, tout ce que tu sais, tout ce que tu cramponnes, tout, il n'y a rien qui sert à ça. Donc de toute façon, je vais les perdre, autant devancer. Donc c'est pas vrai qu'on ne peut pas changer. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on s'est habitué à l'idée qu'on ne peut pas changer et qu'on n'en a pas envie, on ne change pas, ça c'est sûr. Mais moi, je suis très frappé de voir que si on donne carte blanche à la vie, vous voyez, pour venir nous déstabiliser, on peut être déstabilisé jusque très tard. Voilà. Et permettre que le plus profond, c'est-à-dire notre capacité d'aimer, notre capacité de nous émerveiller, notre capacité de lâcher prise, émerge. On peut avoir des réflexes, vous voyez, mais la vie peut se charger jusqu'à la fin. Moi, je me souviens, ma grand-mère paternelle, elle lâchait rien. 90 ans, elle lâchait toujours rien. Le manche, elle était comme ça. Là. Elle s'habillait encore comme une jeune fille à 90 ans. Enfin, une fois elle s'est habillée, je trouvais ça pathétique, quoi. Et alors, en plus, moi, je représentais, vous savez, celui qui signifiait le fait que quand même ça allait finir, quoi. Voilà. Donc, j'étais de moins en moins son petit-fils bien-aimé. Mais alors, c'est très beau, parce qu'à un moment donné, elle a eu plutôt un rhume, et j'ai dit à mon père, donc son fils, j'ai dit, écoute, là, c'est simple. Ou bien elle est repartie pour 2 ans, ou bien elle est partie dans 15 jours. Parce que là, elle a lâché le manche. Elle est partie en 15 jours. Mais elle a lâché le manche quand même. Et c'est impressionnant. Hein. Quelqu'un, vous voyez, maîtresse femme, femme de militaire, vous voyez, qui a traversé tout avec maîtrise, générosité, tout. Mais quand même, je tiens ma vie. Donc là, pour dessouder ça, mais quand même, la vie, elle y a réussi. Voilà, donc moi, je pense vraiment que parce qu'il y a une partie d'elle aussi qui savait bien que de toute façon, tout ça, c'était pas... Fallait lâcher un jour, quoi. Hein. Pas complètement bête. Mais c'est pour dire que, voilà, donc les gens qui disent t'as pas changé, ils disent ça prouve que t'as rien compris qui je suis. Tout. Alors il y a ceux qui disent t'as pas changé au sens où t'as toujours les mêmes qualités, t'es toujours délicieux, ça on est d'accord. Mais souvent quand on vous dit ça, c'est plutôt sous la forme de t'es toujours la même, quoi. Et il faut répondre non, je ne suis pas toujours la même, mais mes comportements névrosés seront les mêmes. Mais si tu t'intéresses qu'à ça dans ma vie alors que ça fait 40 ans que tu me connais, c'est quand même triste. Voilà. Alors on met du temps à en rire, hein. Je disais tout à l'heure, il faut arriver à en rire. Il faut avoir des amis qui nous aiment beaucoup et qu'on en parle pas mal entre nous et que progressivement on arrête qu'on dédramatise aussi les choses. Hein. Moi, ça m'aurait intéressé le témoignage des mamans, parce que c'est une expérience que je n'aurais jamais. Puis, je n'ai pas d'épouse, donc je n'ai pas vu ça de près. Et je trouve que ce n'est pas très discret de demander à une amie de voir si je peux assister à la naissance, rien que pour savoir comment ça fait, parce que je pense qu'on n'est pas bien placé. Mais, comme c'est quand même une expérience basiquement que vous êtes les seuls à avoir, vous voyez, même si aujourd'hui l'autonomie aide au papa à participer, à accepter d'être perdu, à ne pas se casser, enfin, vous voyez, pas seulement fumer des clopes dans le couloir. Non, mais c'est vrai, hein, vous savez, l'autonomie qui est très... En fait, on essaie d'aider le papa à ressentir même physiquement
ce que va vivre son épouse. C'est très astucieux, je trouve ça. Très, très intelligent. C'est très déstabilisant, d'ailleurs, pour les papas au début. Hein. En se mettant derrière leur femme. En faisant un effort d'empathie sensorielle. C'est pas bête, non? Voilà. Mais même en faisant ça, moi, ça m'intéresse de... Quand même, ça doit faire réfléchir, non? Je sais pas. D'avoir mis au monde quelqu'un, enfin, non, dans la durée. Oui. J'ai eu 4 enfants et le sentiment de devenir mère, je l'ai eu pas au moment de l'accouchement, mais je l'ai eu dans le silence d'un couloir de la maternité, je pense 1 ou 2 jours après, en regardant ce petit être dans son berceau transparent, et je me suis dit, j'ai eu comme l'impression de la transfiguration, j'ai vu mon bébé lumineux, et je me suis dit, bah voilà, tu as sa vie dépend de toi, et j'ai pensé à la transfiguration de Jésus, ce passage-là. Mais ça ne m'est pas arrivé pour les autres, mais pour le premier, ça m'avait marqué. Ce qui pourrait vouloir dire qu'on a besoin dans notre vie, dans ces moments de passage dont je parlais, hein, dont vous avez remarqué quand même qu'ils sont un peu déstabilisants, qu'il puisse aussi y avoir des gens qui nous regardent comme ça. Il y a des moments où on traverse l'épreuve parce qu'on sait que quelqu'un nous attend à la sortie et quelqu'un va nous aider à voir ce qui a changé. Voilà, donc il y a d'autres formes de... Enfin, vous voyez, sous ce rapport-là, on peut être mère les uns pour les autres. C'est-à-dire attester qu'effectivement, cette espèce d'immense aventure, elle a abouti à quelque chose qui nous dépasse, de lumineux. Et moi, je pense très fort que les naissances successives nous transfigurent, ça nous aide à ce que ce qu'il y a de profondément dans notre personne émerge. Alors les gens disent c'est ceux qui ont traversé le plus d'épreuves. Non, c'est pas la quantité d'épreuves, c'est le fait de naître. Donc de reprendre à zéro et de laisser ce qu'il y a de plus profond en nous continuer à émerger. Jusqu'à être, voilà. On souhaiterait mourir comme ça, quoi. Et alors, pour l'adoption? Ben précisément, moi je suis persuadé que l'adoption, ça permet de mettre au monde. Alors, soyons clairs, hein, l'adoption pour qu'elle se passe bien, enfin c'est déjà vrai aussi de la conception d'ailleurs, mais disons que le défaut de concevoir un bébé et de le mettre au monde, c'est de considérer qu'on on a un enfant, et donc c'est d'avoir un réflexe d'appropriation qui est pathologique et dont il faut se libérer si possible dès qu'on l'attend. Inversement, l'adoption, le risque, c'est de vouloir compenser une absence par l'adoption. Donc de faire ça pour soi et pas pour l'enfant. Donc dans les deux cas, c'est pour soi, on va dire ça. Le problème, c'est de faire ça pour soi. Alors, soyons clairs, il y a des bénéfices secondaires. Être maman ou être papa, c'est super génial pour soi. Et on peut avoir d'ailleurs la motivation de vouloir avoir des enfants, on peut être très troublé par ça. Le tout, c'est de l'objectiver, de dire, ok, j'ai très envie, mais je fais le choix délibéré de me laisser déstabiliser pour ne pas l'avoir d'abord pour moi. Vous voyez, c'est un choix à la volontaire, qui n'est pas facile à tenir, et c'est bon d'avoir des gens qui sont gardiens. Non, c'est pas ton enfant. Il n'est pas à toi. Tu ne sais pas qui c'est, tu n'en es pas propriétaire, tu l'as en dépôt provisoire et accidentellement, avec l'aide de ton mari, de ta famille et des autres. Voilà. Donc c'est pour dire que l'adoption, elle permet, si elle est vécue dans cette perspective, d'aider à l'accomplissement de la naissance. J'ai vécu là à Avignon un très bel exemple d'un petit Michael qui a eu 3 opérations du thorax. C'est des opérations où tout petit à la naissance, ça c'est un nom, je crois qu'on a le thorax qui s'enfonce dans l'intérieur du corps et déjà il faut survivre aux opérations. Donc la moitié des enfants ne survivent pas. Et Michael, il a grandi jusqu'à 3 ans avec une nourrice qui l'a éduqué en disant qu'elle était comme sa tante, mais qu'elle n'était pas sa maman, qu'on attendait sa maman. Et le travail qu'il y a eu de préparation de cet enfant, et après ça, de l'adoption, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, on voyait qu'il y avait vraiment un processus de naissance. Et alors la naissance là, elle se faisait aussi avec l'accord de Michael. Elle ne se faisait pas que, vous voyez, c'est pas que par la reconnaissance. Il fallait que Michael aussi lui accepte que la deuxième partie de l'avènement de sa personne allait passer par les mains, les corps, les sensibilités de ceux qui étaient là. Et jusque-là, c'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est juste une naissance un peu plus compliquée. Voilà, où il y a des coopérations multiples, hein. Alors,
qui sont voulus et assumés de la part de ceux qui adoptent, qui ne sont pas toujours voulus de la part de ceux qui abandonnent. Et moi, je dis aujourd'hui, ils abandonnent, ils confient. Hein, c'est déjà beaucoup de confier au lieu de détruire, quand même. C'est tellement énorme. Voilà. Et donc, il y a quelque chose là de la... Mais ce qui montre aussi qu'encore une fois, naître, c'est un processus qui implique plusieurs. Et ça, on ne le dit pas assez, je trouve. Il y a quelqu'un là. En fait, je comprends qu'on n'est pas tout seul, on est à travers les rencontres, donc la paternité, la maternité, les engagements qu'on prend, etc. Mais pour mieux naître, il faut aussi... je comprends qu'il faut se laisser porter. Donc comment on arrive justement à se laisser porter au maximum pour mieux naître? Alors là, c'est étonnant, hein. On voit bien qu'il y a un élément de mémoire, mais la mémoire, on ne peut pas s'y fier totalement philosophiquement. Il y a ce que vous en disent les médecins, ce qu'en disent les mamans. Il y a une coopération mystérieuse, hein, entre la mère et l'enfant, entre du lâcher-prise et d'y aller quand même. Parce que quand vous écoutez les mamans quand même de vous raconter, c'est pas elles qui décident qui va naître, mais il faut quand même qu'elles s'y mettent. C'est pas eux qui décident tout seuls comment ils vont naître, mais il faut qu'aussi ils s'y mettent. Et donc il y a à la fois un espèce de... Et ça se passe le moins mal possible, quand il y a à la fois du lâcher-prise et de l'engagement, si j'ai bien pigé. Et c'est pas facile parce qu'on n'est pas dans la théorie là, on est dans le corps. Voilà. Et c'est vrai que très vite on perd la capacité de s'abandonner, de se laisser aider, de se laisser environner, accompagner. Vous voyez, même physiquement, je pense alors, il ne s'agit pas de passer sa vie à faire du cocooning et de se faire des câlins et du cocooning. C'est pas exagéré, on est aussi capable d'être autonome, vous voyez. Mais la vie, c'est pas Koh-Lanta non plus. C'est ni le loft, ni Koh-Lanta, vous voyez. Dans le loft, tu es sous la couette toute ta vie, donc tu n'es jamais né. Et dans Koh-Lanta, alors là, tu as intérêt à naître vite parce que tu es bientôt mort, quoi. Voilà. Et dans la vie, il y a quelque chose des deux. Et donc, c'est pas facile d'être dans de se laisser accompagner, de découvrir la part d'autonomie que je dois exercer, y compris de solitude, et la part où je dois accepter de m'appuyer. Et là-dessus, personne de nous a vraiment la clé. Hein. Mais c'est pas facile que parce qu'on a été trahi à un moment donné où on était, voilà, on risque après ça de devoir se débrouiller trop tout seul, alors qu'il faut juste se donner un petit peu plus de temps pour construire la confiance. Peut-être qu'on demandait trop à l'autre. Voilà. Il y a une espèce de négociation aimante avec ceux qui nous aident à naître dans les moments de... Dans la crise du milieu de vie, c'est typique ça. Sur qui on s'appuie dans la crise du milieu de vie? C'est pas des fois le conjoint, parce que le conjoint il en prend plein la figure, mais à qui on peut parler de ce moment où tout d'un coup, tout ce qu'on avait construit à 24 ans comme image fixe vient de s'effondrer, si on est honnête. Et que là, finalement, qu'est-ce qui reste de ce à quoi je croyais? Enfin, oui. Et puis, il y a en parler, essayer de comprendre, puis il y a aussi tous les effets psychiques. Des moments un peu dépressifs. Vous voyez, là encore, je trouve qu'on est encore loin de veiller suffisamment les uns sur les autres pour pouvoir devancer le burn-out. Enfin, oui, c'est quand même, hein, on est quand même assez vite seul. Hein. Alors qu'un burn-out, ça se voit venir de très loin, en fait. Si on écoute les indices personnels et physiques. Par contre, si on écoute le psychique qui dit « ouais, moi je peux, pas de problème, comme d'hab, même pas mal, quand même, j'ai reçu beaucoup, je vais donner beaucoup, et puis j'ai des super potes et des amis et des copines, et tout le monde me soutient, et plus on se répète ça, et moi c'est signe que ça va bien. » Quand tu vas bien, tu ne fais pas des commentaires comme ça. Juste tu vas bien, donc tu le tais, quoi. Et tu mesures mieux ta fragilité, tu dis on va faire ce qu'on peut. Hein. Donc c'est vrai, et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où le lien social n'existe plus, mais où, ça c'est négatif, mais où bien heureusement les cadres, des fois rigides, qui nous enfermaient dans des prédestinations, ont volé en éclats, comment on fait? Puisque précisément on ne peut pas advenir les uns sans les autres. Et on est là-dedans, c'est intéressant. On redécouvre, alors, moi ce que j'appelle la relation fraternelle. C'est-à-dire cette espèce de, vous voyez, où t'es pas ma mère, t'es pas mon père, voilà, t'es pas mon enfant, t'es pas mon thérapeute, t'es celui qui, dans mon existence, est mon proche. C'est pas d'abord en tant qu'ami que tu m'aides. Parce que l'ami, il est celui qui aime, il n'est pas toujours celui qui aide. On ne peut pas toujours aider nos amis, on les aime. Mais le frère, c'est celui qui, vous voyez, il y a une dimension fraternelle. On peut être ami et frère, hein, mais voilà,
pense que les naissances, passer le travail que font les parents, le travail est beaucoup celui de la fratrie humaine. Je pense d'ailleurs que dans une famille, le rôle des frères et des sœurs est immense dans l'avènement de l'autonomie de la personne. Beaucoup plus important qu'on ne croit. Et aujourd'hui, on commence à l'entrevoir, mais on devrait beaucoup plus travailler sur la fratrie. Bon, eh bien, allez faire de gros dodo. À la prochaine fois, donc le 12 décembre, sur Hommes et femmes en entreprise.